Pour la séquence qui vient, j'appelle Bruno Donnet, que je vois dans le coin, il surveille le café, et Arnaque Dalalian. Donc Bruno Donnet, il va nous présenter le parcours IA de Léonard, avec une ouverture sur le partenariat iParis. Et puis Arnaque Dalalian, que je remercie chaleureusement pour se joindre à nous, est le directeur du CREST. Alors le CREST, c'est le centre de recherche en économie et statistique. Et donc il nous présentera à la fois ce que c'est que le CREST, mais surtout ce que c'est que iParis, et puis quelques pistes sur le futur des recherches sur l'IA. Donc Bruno, c'est à toi. On va essayer de tenir les délais. Tu me dis 15 minutes, c'est ça? Parce que je parle trop. Tu veux que je tienne les délais? C'est pas du tout contre toi. Tac. Ok, bonjour, je m'appelle Bruno Donnet, je suis responsable du développement de l'IA à Léonard et j'aide l'ensemble des entités du groupe à développer des projets pourvu qu'ils soient impactants et rentables pour le groupe. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fonctionne. On a été très rapidement persuadé que l'IA ne pouvait se développer que si on avait une forte expertise sur le terrain, et notamment des gens qui connaissent bien leur métier, qui sont capables de nous expliquer les problèmes qu'ils ont réellement à résoudre. Ça s'est confirmé avec le temps et les 100 projets que moi j'ai vu passer dans mon programme. Sans les personnes qui connaissent exactement leur métier et les problèmes à résoudre, on n'arrive pas à faire de l'IA. On a quelques exemples d'échecs à ce sujet-là. Et au final, la data et les algos en eux-mêmes ne sont pas vraiment le nerf de la guerre, même si c'est complexe. C'est pas ça qui fait que le sujet va réellement réussir. Donc, dès 2019, en fait, on s'est équipé d'un programme d'intelligence artificielle au sein du groupe. Et pour aller justement chercher les expertises et les compétences au sein du groupe, un des premiers piliers, une de ses premières missions, c'était d'expliquer la techno à l'ensemble de l'organisation. Donc expliquer ce que l'IA peut faire et l'IA ne peut pas faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de mystique autour de cette technologie-là. Et une fois qu'on a trouvé un problème à résoudre, on peut passer sur le développement du projet. Ça, c'est le deuxième axe du programme, qui est d'apporter un soutien aux entreprises pour développer leur sujet d'intelligence artificielle. Ça veut dire, ici, chez Léonard, s'équiper d'une cellule d'experts, entre guillemets, donc data scientists, qu'on va mettre à disposition des entreprises dans l'objectif de développer dans les entreprises les sujets d'intelligence artificielle. Et le troisième pilier, finalement, de ce programme, c'est la communauté, parce que c'est une technologie un petit peu nouvelle pour nous en 2019, ça l'est un petit peu moins, mais on était un petit peu seul en 2019, 2020, 2021 quand on développait des sujets, et c'était très important de connecter les experts pour qu'ils puissent échanger entre eux des données ou parler de leurs problèmes techniques. Ça se matérialise de cette façon, ce programme-là, c'est un programme qui va durer 7 mois. Dans un premier temps, on passe à peu près 3 mois avec des entreprises afin de trouver les meilleurs sujets à développer. Et surtout, on fait deux choses qui sont extrêmement importantes. On fait un assessment technique, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de résoudre techniquement ce sujet-là en 6 mois de temps, dans l'objectif de mettre sur le marché un projet. Donc la technique est très importante. On n'aura pas le temps dans ce parcours-là de faire de la recherche. On va en revanche se baser sur tout ce qui existe à l'état de l'art, pour l'implémenter au maximum de ce qu'on est capable de faire pour le mettre très rapidement sur le marché. Et quel type de projet on va développer? C'est la deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est l'assessment business. On ne fait pas de grand plan de transformation du groupe avec de l'IA. On fait une transformation pourvu que l'IA nous apporte finalement une certaine rentabilité. Et c'est ça finalement qui est le cœur de notre système. Une existence d'une technologie et surtout une réalité business. Est-ce qu'on est capable de faire une start-up du sujet qu'on va développer et est-ce qu'on est capable d'aller le mettre sur le marché derrière? C'est ça qui va un peu nous piloter tout au long de notre développement des projets. Et ensuite, un peu plus classique, on a deux phases. Une première phase de POC où effectivement on passe 2 mois avec les entités dans l'objectif de les faire monter eux en compétences. Donc pour développer ce sujet très simple, moi j'ai des data scientists au sein de Léonard et j'impose aux entreprises qui ont des sujets de me détacher quelqu'un et pendant ces 7 mois-là, cette personne qui aura été détachée de l'entreprise va monter en compétences dans l'objectif, in fine, que moi je détache ensuite les développements et que je les relâche dans l'entité.
On n'est pas ici pour centraliser des développements, on est bien ici pour, au contraire, décentraliser et faire monter en compétence l'ensemble du réseau. Et c'est comme ça que, petit à petit, on va réussir à être suffisamment fort sur cette technologie-là. Donc une personne détachée de l'entreprise, une personne détachée de Léonard, ça fait 2 personnes à minima qui vont développer un sujet pendant 7 mois. Une première phase de POC pour vraiment être sûr qu'on a eu raison de se lancer sur ce sujet-là. Et en décembre, le management de Vinci et les opérationnels qui décident si effectivement ça vaut vraiment le coup en termes business ou en termes techniques de continuer les développements. Si on a un go live en fin décembre, on est parti sur 5 mois de développement dans l'objectif cette fois-ci de sortir le sujet parce que fin juin, on le relâche au niveau de l'entreprise. Et vous avez vu que sur 7 mois, on est obligé de mettre le paquet pour développer le sujet, ce qui fait que les personnes qui sont détachées des entités sont capables de prétendre à la certification de Télécom Paris d'ingénieur IA, qui est un équivalent Master 2 Data Science. Donc c'est extrêmement intense le parcours de formation qu'on leur donne, c'est extrêmement intense, mais c'est la seule façon, à notre sens, que le sujet continue à vivre dans les entités. On a l'habitude de classer les sujets selon 4 grands piliers chez Vinci. On fait beaucoup de conception. Et donc là, c'est important de marquer que c'est Computer Assisted Design. En gros, on sait faire du design, mais on va demander à un ordinateur de nous aider. Eh ben, donc c'est là qu'intervient l'IA. Parce que si on ne demandait pas un ordinateur, ben on n'aurait pas d'IA. Prédiction, bah pareil, hein, on demande à un ordinateur de nous prédire des valeurs, de nous prédire des informations. C'est là qu'on est obligé de mettre de l'IA. On fait de la détection pour améliorer les opérations sur le site, et vous verrez quelques exemples. Et le dernier, bon, c'est les LLM, qu'on classe un peu dans une partie analyse, puisqu'on les utilise majoritairement pour tout ce qui est analyse documentaire et production documentaire. Qu'est-ce qu'on fait au sein du groupe en conception? Eh bien, tout simplement, on fait ce qu'on sait déjà faire, nous, en tant qu'opérationnel. On conçoit des fondations où on renforce du sol. Ça fait, vous connaissez tous Vinci Construction, on est une entreprise rentable. En revanche, on sait qu'on est capable d'optimiser un peu plus nos appels d'offres par rapport à ce qu'on est capable de faire. On a un temps limité pour répondre à un appel d'offres, donc on fait notre maximum. On est compliant vis-à-vis de la réglementation, on est compliant vis-à-vis des contrats. Par contre, on ne propose pas forcément la meilleure solution qui est l'ultime optimisation de ce qu'on pourrait proposer si on y passait 1 an à étudier le sujet. Et donc c'est là que finalement l'IA nous intéresse. En gros, on se pose la question, pour soutenir ce bâtiment, est-ce que je vais mettre 4 pieux, est-ce que je vais en mettre 3? Quelle largeur je vais mettre? Est-ce que je vais mettre un type d'acier, un autre type d'acier? Quel type de béton je vais couler? Est-ce qu'il est bas carbone, ultra bas carbone ou simplement béton classique? Et bien tous ces algorithmes-là, toutes ces contraintes-là, on va les ingérer dans l'algorithme pour ensuite demander 3 fonctions de coût. Soit on veut le projet qui soit le moins cher possible, dans ce cas-là on va avoir une solution. Soit on veut le projet qui soit le moins impactant sur l'environnement, et dans ce cas-là on aura une autre solution. Ou alors on veut le projet qui soit le plus rapide possible à exécuter sur site, et dans ce cas-là on va ajouter d'autres contraintes qui sont les types de machines qu'on va utiliser, les types de pieux qu'on est capable de couler, la logistique sur le site, etc., etc. Et en fonction de ces 3 critères-là, on va avoir une solution, et ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent pour le client. Ce sujet-là, depuis avant-hier, il est scalé dans toute l'organisation, en tout ménard. Donc il y a 3000 personnes qui ont accès depuis 2 jours à l'ensemble de ce système de modélisation. Donc c'est plutôt un succès. Il nous a fallu quand même 2 ans pour arriver à ce niveau-là. On a développé la techno, au bout d'1 an, c'était mature, mais ensuite pour le porter à l'échelle d'une organisation, c'est un tout petit peu plus compliqué et ça demande du temps. Deuxième sujet, on est capable d'optimiser le routing des maintenances qu'on a réalisées sur un pays entier. Typiquement ici, on a un client chez Omexom en Nouvelle-Zélande qui nous demande de faire de la maintenance sur ses infrastructures de gaz. Dans le contrat, on doit réaliser des opérations 1 fois par mois, 2 fois par semaine, 3 fois par an, 4 fois tous les X fois qu'apparaît un problème. Donc finalement, c'est un problème d'optimisation sous contrainte. On a 10 personnes, on doit les envoyer dans tout le pays. Comment est-ce qu'on est capable de réaliser finalement l'ensemble de nos opérations en optimisant évidemment le déplacement de nos personnes pour qu'il n'ait pas à faire des allers-retours entre un point A et un point B. Donc on minimise dans un premier temps les circulations, on minimise l'impact sur l'environnement et en même temps on maximise le nombre de jobs qu'on est capable de réaliser
dans l'année, dans le mois ou dans la semaine. Ce sujet-là, on l'a aussi déployé sur l'Île-de-France, on comprend mieux, c'est très contraint, on fait à peu près 1000 opérations par jour avec une centaine de personnes. À chaque fois qu'une personne est coincée dans un embouteillage, comment est-ce qu'on est capable de réarranger finalement le planning au quotidien dans les 10 minutes pour qu'on n'ait pas de pénalité à la fin de la journée parce qu'on n'a pas réalisé une ou deux opérations. Donc là, on voit bien que c'est très critique sur certains sujets. Et là où on avait besoin de mettre plus de 30 personnes sous stress parce qu'il fallait systématiquement sortir les bons plannings au bon moment, bah là, ces 30 personnes maintenant travaillent dans des conditions un peu plus acceptables. Ça reste compliqué parce qu'il faut quand même sortir tous les jours des plannings et c'est complexe. Mais au moins, ils peuvent se baser sur une première proposition d'un algorithme et ensuite venir l'optimiser. Ce sujet-là, on en a fait ce truc-là, on en a fait un projet qui est scalé sur des entreprises de Vinci Énergie. L'objectif, ce serait d'aller le commercialiser derrière. Enfin, dernier sujet, eh bien, on vient optimiser la consommation d'électricité dans les stations d'épuration. Ça paraît bête, hein, mais dans les stations d'épuration, afin d'activer une réaction chimique, on injecte énormément d'air, puisque l'oxygène va être le trigger finalement d'une réaction chimique. Activer des surpresseurs, ça demande énormément de consommation électrique. Or, nous, lorsqu'on vend une station d'épuration, on le vend à prix fixe, quel que soit le prix d'évolution, enfin l'évolution du prix de l'électricité. Donc une fois qu'on a vendu notre station et qu'on l'opère, on a tout intérêt à piloter au plus juste finalement la consommation de nos surpresseurs. Et on vient ici mettre des stratégies où on vient prédire entre guillemets la pollution qui arrive en amont de notre station d'épuration. On prédit le type de réaction chimique qu'il va y avoir dans les décanteurs et on prédit la propreté de l'eau qui va sortir. Et au milieu, on vient jouer des centaines et des centaines de scénarios pour trouver les meilleurs paramètres à activer pour nos surpresseurs et rester finalement dans les clous de notre contrat électrique. Ce sujet-là, on en a fait dans un premier temps une offre. Ce sera peut-être une nouvelle entreprise qui ira commercialiser sur le marché ce type d'application. Donc vous voyez finalement, à partir de là, on n'a rien réinventé, on n'a pas du tout réinventé nos métiers, on n'a pas du tout réinventé des nouvelles choses. Par contre, on optimise réellement nos façons de faire. Et comme le marché est mature, on est capable d'aller les commercialiser. En termes de prédiction, bien, vous l'avez vu, on est capable de prédire des évolutions de température, prédire des évolutions thermiques au sein de bâtiments et donc potentiellement d'activer ou de désactiver certains éléments dans du bâtiment, type clim ou chauffage. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous en avez vu suffisamment. On est capable, à partir des données de température dans nos éoliennes qui sont offshore, de prédire à partir de quand ils vont tomber en panne. Le problème de ces petits bêtes-là, c'est que ça fait 300 mètres de haut. Donc quand ça tombe en panne, vous devez louer un bateau qui va venir sur site avec une grue de 300 mètres qui va venir lever un générateur de 5 tonnes. Donc vous n'avez pas énormément de bateaux qui sont capables de faire ça. En général, c'est un bateau mutualisé pour 200 à 300 éoliennes. Si vous en avez un paquet qui tombe en panne quasiment au même moment, c'est-à-dire dans le mois, vous êtes sûr que vous allez rater votre créneau et donc vous allez avoir des pertes de productivité. Notre objectif, ce n'est pas d'éviter la maintenance, parce que de toute manière, il va falloir la faire. En revanche, c'est d'être sûr que lorsque arrive l'incident, le bateau est là et instantanément, on change le générateur. Comme ça, on maximise la productivité, la production. Ce sujet-là, on l'a aussi étendu, c'est le même type d'algorithme. Pour ceux qui viennent de Bordeaux, vous allez repartir à Bordeaux. La maintenance de cette ligne TGV entre Tours et Bordeaux, elle est basée sur la data. Et toute l'optimisation de la maintenance est réalisée depuis 2 ans sur les données que nous donnent finalement nos modèles. Et on atteint une très grosse performance sur ce système-là. Depuis qu'on a implémenté le système avec nos modèles d'intelligence artificielle, on dégrade de moins de 50% finalement la voie. Donc c'est plutôt des très bons résultats à l'heure actuelle. En termes de détection, cette fois-ci, on vient utiliser des caméras ou des données satellites pour faire un certain type d'opération. On vient, par exemple, monitorer la dégradation des talus à côté des autoroutes. Lorsque vous voyagez sur les autoroutes, vous avez souvent des petites montagnes, ça s'appelle des talus. En fonction des conditions météorologiques, certains talus peuvent potentiellement bouger. Et en utilisant des données radar,
ou même des imageries satellitaires, on est capable de prédire la variation de ces sols-là. Donc sur des grandes infrastructures, c'est utile parce que en un shot de capture satellitaire, on est capable de voir l'évolution de la dégradation d'une grande infrastructure autoroutière. Et en utilisant avantageusement ce genre de système, on est aussi capable de prédire le taux de croissance de nos végétaux à côté d'une infrastructure critique, comme les lignes à haute tension par exemple, pour prédire à partir de quand ils vont arriver suffisamment proches de notre installation pour créer un artefact électrique et du coup mettre le feu à la végétation. Et donc le but du jeu, c'est de savoir à partir de quand on va devoir couper finalement cette végétation-là. Dernière slide, vous allez me dire, mais que fait du coup le partenariat académique dans cette histoire-là? Eh bien, c'est parce qu'on a ce partenariat qu'on a pu aussi prendre cette dimension, tout simplement parce qu'avec iParis, on est en connexion avec pas mal d'universités de très haut niveau, de type IX, HEC, Télécom, Paris-Orsay, l'École des Ponts, etc. Donc c'est beaucoup d'étudiants, vous en voyez ici 25 qui ont été détachés sur le développement de nos projets l'année dernière. Donc c'est un flux d'étudiants qui nous permet, nous, de faire beaucoup plus d'opérations. Ça nous permet aussi de sélectionner des candidats à des futurs postes qu'on va aller ouvrir dans l'organisation. Grâce à ce partenariat, on fait aussi beaucoup de meet-up entre des professeurs et les problèmes qu'on rencontre sur nos sujets pour essayer de débloquer finalement certains aspects techniques. Des hackathons. Tous les ans, on propose des sujets et typiquement l'année dernière, c'est un sujet sur la prédiction des fuites dans les canalisations, ce qui est assez important à l'heure actuelle, notamment l'optimisation des ressources primaires. Donc on est capable aussi de proposer des sujets sur lesquels on va faire travailler des étudiants du Master 2 Data Science for Business. Et enfin, un point très important, les Summer Schools, où on détache finalement cette communauté de data scientists internes sur une semaine finalement qui sont, cette semaine-là est de très haut niveau et donc ça nous permet d'assurer une formation continue au sein de notre organisation. Et je te passe la parole. Merci Bruno. Donc je commence par me présenter. Voilà, donc, je suis Arnag Derdalian, professeur à l'ENSAE Paris, directeur du centre de recherche en économie et en statistique, et aussi membre du comité scientifique de iParis. Et c'est à ce titre-là que je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu ce que c'est le centre iParis et quelles sont les principales activités de ce centre. Donc Bruno m'a déjà facilité un peu la tâche parce qu'il a présenté quelques axes importants. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu l'histoire qui est relativement récente du centre iParis. Ça a été créé il y a environ 5 ans par un partenariat entre l'Institut Polytechnique de Paris et HEC. Je me rappelle très bien, c'était en pleine période Covid où Eric Moulin, qui est professeur à l'école Polytechnique, m'a appelé en me disant on veut créer ce centre interdisciplinaire, on veut mettre en commun les forces qu'on a en recherche sur l'IA entre les 5 écoles à l'époque d'IP Paris. Ça a été rejoint ensuite par l'École des Ponts et HEC. Et l'idée, c'était d'avoir un centre dans lequel on fait de la recherche de très haut niveau. La collaboration permettrait alors d'avancer beaucoup plus vite sur les questions de recherche. Très vite, on a pu bénéficier du soutien de 5 grandes entreprises du CAC 40, donc L'Oréal, Capgemini, Total Energy, Kering et Rexel. Et peu après, en 2021, INRIA, qui est un centre qui se trouve sur le plateau de Saclay, juste à côté de nos écoles, nous a rejoints. C'était très important pour nous parce qu'à l'INRIA, il y avait des forces très importantes en IA et la collaboration se passait toujours très bien et ça se passe très bien maintenant. Peu après, 2 ans après la création du centre, on a été très heureux de pouvoir compter parmi les mécènes de Centre iParis, Vinci et Schneider Electric. Donc maintenant, on a les 7 mécènes. Et en plus de ça, on a pu obtenir des financements, des soutiens financiers, d'une part de la part de la région Île-de-France, mais aussi en passant par les différents AMI. Le succès peut-être le plus notable depuis la création, ça a été qu'en 2024, quand l'appel à projet IA Cluster a été lancé, nous, on a candidaté dans la catégorie cluster mondial.
C'était pas du tout évident parce qu'il y a beaucoup d'autres centres de l'IA au niveau national qui sont vraiment très très forts. Et on a été très heureux de savoir qu'en fait on a été sélectionné parmi les 2 centres qui sont des clusters IA au niveau mondial. Et donc ça nous a permis d'obtenir 70 millions d'euros pour 5 ans pour pouvoir développer notre activité sur les 4 axes que j'ai mentionnés ici. La recherche, bien entendu, et je suis là pour représenter un peu l'axe recherche, l'innovation, l'éducation et les rapports avec la société. Donc en matière de la recherche, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un centre interdisciplinaire qui comprend à peu près 227 enseignants-chercheurs et chercheurs qui travaillent sur l'IA au sens assez réduit au final, parce qu'on a voulu sélectionner des problématiques qui sont vraiment de l'IA au sens assez strict. Si on comptait des gens qui faisaient de l'économie en utilisant, par exemple, de la régression linéaire ou des méthodes plus simples de la data, ce serait au moins le triple de ce nombre-là. Là, on a vraiment sélectionné les personnes qui sont en train de créateurs des outils de l'IA ou des utilisateurs des outils de l'IA relativement avancés. Donc, on est très fiers de dire que, bon, là, les slides que je vous présente, c'est des chiffres qui sont avant les vacances d'été. Donc, les chiffres sont un peu actualisés maintenant. Au lieu d'avoir 14 ERC, on en a maintenant 16. ERC, c'est des financements européens qui sont très compétitifs. Et en général, le chercheur qui a un ERC a plus de 1,5 million d'euros pour développer ses activités de recherche pendant 5 ans. Et si on compte les articles publiés par les chercheurs de ce centre, uniquement les articles qui sont publiés dans des revues et des conférences très prestigieuses de l'IA comme NeurIPS, ICML ou autres, c'est à peu près 430 articles par an. Bon, je vais passer un peu vite sur ce slide, c'est juste pour vous dire que, en fait, on a ce centre, le centre s'est transformé un petit peu après l'obtention du financement de l'IA Cluster. Et entre-temps, on a reçu l'École des Ponts et le CNRS qui ont rejoint le centre et qui ont renforcé nos forces, que ce soit au niveau de la recherche ou de l'enseignement et de l'innovation. Oui, peut-être juste un mot. Pardon. Pour reculer, c'est... peut-être juste un mot, je ne vais pas trop parler de nos programmes d'enseignement et de formation, mais on a des ambitions qui sont très importantes, et en particulier ce que vous voyez ici, c'est qu'on ambitionne de former 10 fois plus d'étudiants à l'IA d'ici 2030. Bon, pour parler de la recherche, comme j'ai dit, il y a une définition de l'IA qui a été donnée par les orateurs précédents, avec laquelle je suis parfaitement d'accord. Au niveau d'IP Paris, compte tenu l'ADN en matière de la recherche qu'il y a dans nos écoles, l'IA est organisée autour d'un socle qui sont les mathématiques de l'IA. Et je suis moi-même en fait mathématicien de formation, donc je représente un petit peu ce socle de l'IA. Mais en fait, tout autour, il y a des 6 thématiques très importantes sur lesquelles on a des forces et sur lesquelles on se développe de manière très active. Je ne vais pas les nommer toutes maintenant, mais on a des équipes qui travaillent activement sur tout ce qui est les modèles de fondation et l'IA générative. On travaille sur la fiabilité et la frugalité de l'IA. Comment faire pour que mathématiquement et statistiquement, on puisse assurer que les résultats de l'IA ont une certaine fiabilité. Comment faire pour accélérer et réduire la consommation en calcul des algorithmes de l'IA. Donc ça, ce sont vraiment des axes sur lesquels on investit beaucoup. Il y a également tous les aspects IA pour la société, IA pour l'économie, IA pour la science et l'ingénierie, donc l'IA pour la biologie, l'IA pour la physique. Donc sur tous ces aspects-là, on a des équipes dédiées. Quelques mots sur les différentes actions qu'on est en train de mener au sein d'AIParis pour justement d'insuffler une dynamique nouvelle dans les activités de l'IA et pour rendre le centre plus fort et plus visible au niveau international. Donc, grâce au financement qu'on a pu obtenir,
une des actions centrales, c'était le recrutement de nouveaux chercheurs sur des thématiques de l'IA sur lesquelles on pensait qu'il y avait besoin de se renforcer un petit peu. Et le nombre est assez conséquent. On a recruté 35 nouveaux professeurs ou chercheurs en IA en seulement quelques années. Et je fais partie souvent des comités de recrutement pour ces professeurs. C'est des niveaux vraiment très, très, très élevés. Il faut dire que dans la gouvernance du Centre iParis, il y a un comité international scientifique qui est composé des chercheurs de renommée internationale comme Michael Jordan, par exemple, de l'Université de Berkeley. Et chaque recrutement est fait initialement par l'établissement qui recrute, mais ensuite, il y a une évaluation par ce comité international scientifique. Et je peux vous assurer que ce comité regarde de très près les profils et les profils recrutés sont vraiment de niveau exceptionnel. On a aussi réussi à lancer des chaires internes. Les chaires internes, ce sont des financements qui sont octroyés à des chercheurs qui sont très actifs, un peu comme les ERC, mais un peu plus petits. Donc il y a un projet de recherche qui est soumis, il y a une évaluation très détaillée des projets. Et en fait, ces chaires internes nous permettent notamment de faire face à la fuite des chercheurs du monde académique vers le monde industriel. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait constaté depuis à peu près l'année 2015. On avait beaucoup de nos collègues. Moi-même, en fait, je me rappelle, en 2014, j'avais convaincu Marco Cuturi de revenir en France pour prendre un poste de professeur à l'INSEE. Et 4 ans après, il a quitté l'INSEE pour rejoindre Google Brain et ensuite pour diriger l'équipe d'intelligence artificielle d'Apple. Donc, c'est quelque chose qui est très bien. On n'a rien contre ça, mais on aimerait aussi que ça ne devienne pas quelque chose de constant et que ça ne simplifie pas et qu'on puisse garder nos chercheurs dans nos laboratoires académiques. Donc, grâce à ces chaires internes, on a réussi à financer 29 chercheurs jusqu'à maintenant et on envisage d'en financer encore une quinzaine d'autres l'année prochaine. Une activité très importante pour un laboratoire de recherche, je le dis en tant que membre scientifique du comité en tant que membre du comité scientifique d'IPARIS, mais je le dis également dans mon rôle de directeur du CREST. On fait de la recherche, on fait de l'enseignement, mais une part très importante de notre activité, c'est aussi de former de futurs chercheurs, de former des doctorants. Donc, grâce à IPARIS, on a pu financer 46 doctorants. Et si on compte aussi les demi-financements, c'est à peu près 65 personnes qu'on a pu financer. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 65 doctorants qui font de l'IA au sein de l'Institut Polytechnique de Paris et de HEC. Il y a beaucoup d'autres financements qui sont aussi utilisés pour financer des doctorants en IA. Et notamment, rien qu'au CREST, on a 14 doctorants qui font des tests CIFRE, dont à peu près la moitié sur des sujets qui sont liés à l'IA, avec différentes entreprises françaises. On utilise aussi ces financements pour financer ce qu'on appelle des PhD tracks. Les PhD tracks, on peut dire c'est des bourses de master pour des étudiants à qui on garantit qu'une fois que le master est obtenu, ils auront un financement de doctorat. Ça, c'est quelque chose qui est très utile pour fidéliser très tôt et pour pouvoir attirer les élèves qui sont intéressés par la recherche, pour qu'ils s'engagent directement sur une période de recherche 5 ans. Ils vont sortir avec un diplôme de doctorat et ils ne vont pas, pour la plupart, s'évaporer au bout de 2 ans pour aller travailler dans les banques ou dans d'autres industries. Bruno, il a déjà parlé des actions importantes qui sont, en mon sens, notre lien principal avec nos corporate donors, avec nos mécènes. Donc, je vais peut-être juste parler très rapidement des écoles d'été. Tous les ans, en juillet, début juillet, on organise une école d'été sur les thématiques de l'IA. Il y a des mini-cours qui sont enseignés dans ces écoles d'été. Ces écoles d'été sont ouvertes à tout le monde et on envoie une invitation à tous les groupes de nos sponsors. Moi-même, j'ai été co-organisateur de 2 écoles d'été de ce type-là. J'ai vu des personnes qui représentent les entreprises venir participer, être très, très contents, très satisfaits par ces écoles. Donc, c'est un peu aussi la publicité de ces écoles-là que je fais maintenant. On a les meet-up, Bruno en a parlé.
Donc les meet-ups, c'est des petites sessions qu'on organise en fin de soirée qui regroupent des chercheurs académiques et des chercheurs du monde industriel sur des thématiques très, très précises. Par exemple, il y a eu des meet-ups sur l'IA et l'éthique, il y a eu des meet-ups sur la vision par ordinateur. En général, on essaye de faire venir des orateurs qui arrivent à vulgariser le sujet et de faire des présentations qui ne sont pas très techniques. Et on a des reading groups. Là, du coup, ça devient un peu plus technique. On a eu des reading groups pour décrire ce qui est transformer et les réseaux de neurones qui utilisent la notion d'attention. Donc, je pense que toutes ces actions-là nous permettent de renforcer les liens qu'il y a avec nos partenaires industriels. Il y a une forte participation de la part des chercheurs académiques et je pense qu'on peut s'améliorer encore plus sur ce point-là et avoir aussi un peu plus de monde qui participe du côté du monde industriel. Très rapidement, je voudrais finir par parler un petit peu de recherche pour présenter un sujet de thèse qui est en collaboration avec Vinci Concessions et Vinci Aéroports. Donc c'est une thèse qui se déroule à Télécom Paris. Le thésard, c'est Gabriel Gros. Le sujet de recherche, c'est l'optimisation énergétique des aéroports en utilisant le contrôle optimal et l'IA. Je ne vais pas rentrer dans les détails de description du sujet parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans les mots-clés qui sont en commun avec les projets qui ont été présentés précédemment. Il y a une spécificité visiblement qui est le fait que les aéroports sont des espaces très gros, il y a des activités très variées, donc il faut tenir compte de ces spécificités-là quand on désigne des systèmes de chauffage, des systèmes de refroidissement. Et ce qui est important à mon sens, c'est que ce genre de sujet de recherche fait appel à des piliers très importants de l'intelligence artificielle qui sont d'une part la modélisation, la formalisation en termes de problèmes scientifiques qui permet ensuite d'utiliser toute la littérature scientifique qui existe sur les sujets. Il y a l'aspect optimisation qui intervient. Et l'optimisation pour le machine learning, maintenant, c'est un sujet en pleine expansion parce que les méthodes traditionnelles ont besoin d'être revisitées. Il y a tous les sujets autour de l'optimisation stochastique parce qu'on ne connaît pas exactement quelle est la fonction de coût. On observe cette fonction-là avec des erreurs. Il y a l'optimisation fédérée parce que souvent les données sont distribuées. On a besoin d'utiliser en fait ces distributions pour mieux optimiser. Et bien entendu, après l'optimisation, on arrive aussi à l'étape statistique où il faut essayer de mesurer l'incertitude qu'il y a au départ dans les données et qu'il y a aussi dans les sorties des algorithmes d'apprentissage. D'accord ? Donc, tous ces aspects-là ensemble constituent un tout. Et quelqu'un qui fait une thèse chiffre, c'est une personne qui fait le lien entre le monde académique et l'entreprise parce que nous, dans le monde académique, moi, je n'étais pas du tout informé de ces problèmes très concrets de climatisation, de chauffage des aéroports et je ne maîtrise pas du tout les détails techniques. Le thésard qui passe 2 jours par semaine dans le laboratoire de recherche, 3 jours par semaine dans l'entreprise, il connaît le métier, il apprend toutes ces spécificités-là et une fois qu'il est dans le laboratoire, il y a des personnes qui sont très compétents sur les aspects optimisation, d'autres qui sont très compétents sur l'aspect statistique, d'autres qui font peut-être de l'apprentissage par renforcement. Et tout ça, ça contribue à faire avancer sur ces projets de recherche de manière très efficace. Je m'arrête là, mon temps s'est écoulé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était assez clair, mais est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Sinon, moi, j'en aurais peut-être une pour Bruno. Bruno, tu nous as montré des exemples. Ça représente combien de cas d'usage chez Vinci et depuis combien de temps ? Alors, qui sont passés via le programme d'incubation Léonard, c'est 100 projets à peu près. Et on a commencé ce parcours-là en 2019. Donc, ça fait maintenant 6... Enfin, la première promotion, c'est 2020. Donc presque 6 ans. Mais on considère que chez Vinci, il y a à peu près 300 cas d'usage qui ont été développés. La particularité, c'est que comme on est décentralisé, effectivement, tout le monde peut développer dans son coin.
Nous, on propose un parcours de formation et de développement qui assure une mise en production. Et une question pour Arnac, ces grands clusters autour de l'intelligence artificielle. Donc on a vu qu'en France, il y en avait 2 principaux, donc iParis et Prairie. J'imagine qu'il y a des interfaces entre les deux, vous discutez entre chercheurs, j'imagine. Oui, il y a beaucoup d'interactions entre les différents centres interdisciplinaires sur les thématiques de l'IA. Sur un des slides que j'ai montré, je n'ai pas détaillé, mais c'était marqué qu'on a pu bénéficier du soutien de la région Île-de-France, notamment pour financer des thèses sur les sujets de l'IA. Et bon, c'est pas la seule interaction qu'on a, mais cette interaction-là est très importante parce que le principe de base est que la thèse doit être co-dirigée par un chercheur d'un centre et un autre chercheur d'un autre centre, en fait, typiquement. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Alors pour se remettre de toutes ces équations que vous avez déjà pu voir, il y a une pause café qu'on vous propose juste ici. Après la pause, je vous annonce une première mondiale. On va avoir une présentation sur l'intelligence artificielle appliquée à la biodiversité par Patrick Stella. Et vraiment, ça vaut le détour. Et puis après, bien sûr, les questions de mobilité, comment faire pour optimiser le covoiturage ou installer des bornes de véhicules électriques. Donc ça va être des présentations hyper intéressantes également. Et puis on aura bien sûr Pierre Enjolras qui doit se joindre à nous là dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup, à tout de suite. Pardon, c'est 20 minutes max la pause, hein. On reprend à... Non, même pas 20 minutes, on reprend à 45, donc 16 minutes. Merci à tous.